d'avoir accepté l'invitation. Et, et ton sujet aujourd'hui, le titre exact, c'est « Ce qui se révèle à travers nous ». Oui. Ce qui se révèle à travers nous. Alors, vous savez que si vous avez pu suivre quelques autres rencontres comme ça, être femme, que notre manière de commencer, entre guillemets, c'est de commencer avec le mantra vivre de la personne, c'est-à-dire ce que la personne a appris de la vie, ce que la vie lui a enseigné, la vie étant ce chemin initiatique par lequel nous passons tous. Hein, on peut avoir on peut avoir des outils différents, on peut avoir vécu sur des continents différents, mais nous passons tous par les étapes de la vie. Alors, pour Régine, le mantra vivre, alors il y en a deux. Ça s'est un peu enrichi. Au début, lorsque nous nous sommes rencontrés pour discuter de ce moment aujourd'hui, le premier mantra, c'était « Il y a toujours un cadeau caché derrière ». Voilà. Alors, derrière, on peut s'imaginer que c'est justement les étapes de la vie. Et puis, le cadeau, je me suis dit, super, elle va nous parler de quel est ce cadeau qui peut nous attendre derrière tout ça. Et puis, juste un peu avant de commencer, il y a un deuxième mantra qui lui est venu. Alors, ce deuxième mantra, c'est « En prenant soin de toi, tu prends soin du monde ». Ça, c'est encore une autre dimension. Et je te reconnais bien là. Je crois, j'ai l'impression que ça, ce sont tes deux dimensions, en fait. Hein. Mais bon, je vais plutôt te laisser, toi, sur base de ça, vous pouvez déjà un peu sentir qui est Régine, parce que finalement, c'est comme si c'était deux phrases qui sortaient de son propre kassala. Et donc, sur base de ça, est-ce que tu peux nous permettre de te découvrir un peu plus ? Voilà, donc j'ai 53 ans, je travaille pour le moment comme coach, mais sinon j'ai travaillé pendant 23 ans avec des enfants placés en internat. Et de ces 23 années de formation, je suis kiné, donc la part du corps est toujours importante dans mes suivis et dans ma vie en fait, parce que je trouve que le corps est vraiment le réceptacle de tout ce qu'on vit et c'est lui qui garde les mémoires aussi de ce qu'on vit, les mémoires conscientes et les mémoires inconscientes. Et le corps, c'est le premier langage aussi de l'enfant. C'est par le corps qu'il va s'exprimer. Et donc, c'est notre premier moyen de communication. Et donc, voilà. Donc, après ces 23 années de travail avec les enfants, alors qu'au début, on nous avait appris que c'était à nous de tenir le cadre des séances pour les enfants. Eh bien, moi, j'ai évolué dans mon travail en me disant que d'abord, les enfants viennent en thérapie chez nous, et ils viennent en thérapie chez la psy, et puis ils viennent en thérapie chez la logo. Alors, je me suis dit, voilà, on essaie de leur faire comprendre que le monde peut être plus simple. Ils sont arrivés déjà sur Terre avec des bagages très lourds. Et donc, finalement, moi, j'aimerais leur offrir un espace où justement c'est facile pour eux, où c'est pas de nouveau, on va de nouveau creuser dans ce qui est difficile et on peut aussi accueillir ce qui va bien. Voilà, j'avais envie de changer cette formule où on est accueilli que quand on va mal. Je voulais que les enfants soient aussi accueillis quand ils vont bien et que quand ils vont bien, d'autant plus la séance continue. Et comment ça s'est passé ça? Parce que lorsque comme tout le monde, on se forme pour ce métier, voilà, tu t'es formé pour ce métier, et une fois que tu as commencé, tu as tout de suite eu ce besoin de faire autrement, ou en fait, tu as eu une carrière pendant un certain temps où tu as pratiqué le cadre qui t'avait été inculqué, et que c'est suite à ça que tu t'es rendu compte que finalement, ce serait peut-être mieux de faire autrement. Ça s'est passé comment? C'est quelque chose que tu as appliqué tout de suite ou c'est venu après? Pas du tout, non. C'est venu beaucoup d'années après et c'est en lien aussi avec moi-même, mon propre chemin de vie. Donc, comment ça s'est passé exactement? C'était cette idée que pourquoi il n'y a que des lieux où on accueille que ce qui va mal. C'était vraiment ça, en fait. Et alors aussi, je me suis dit, l'enfant, en fait, il a déjà aussi une connaissance
pourquoi on ne l'accompagne pas dans cette connaissance, dans ce potentiel qu'il a déjà tout petit et qui fait en fait qu'il peut fonctionner très bien. Et donc en fait, alors que le cadre avant, c'est moi qui le mettais, mon objectif de travail, ça a été de donner le cadre aux enfants et que moi, je devienne de moins en moins utile. Donc, si je devenais inutile pour la séance de l'enfant, ben, j'avais réussi mon travail. Voilà. Exactement l'inverse de ce qui nous est dit pendant les formations. Voilà, voilà, tout à fait. Oui, oui. Mais, et puis finalement, peut-être que justement, au moment où on devient inutile, entre guillemets, on devient exactement tout de qui on est. On a une présence, on doit avoir une présence certainement, enfin je ne sais pas, est-ce que c'est comme ça que est-ce que tu as eu l'impression que justement ta présence auprès de l'enfant était différente à partir du moment où on n'essaye plus de faire et du coup par rapport aux normes on peut se sentir inutile, mais au contraire, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'apparaît vraiment notre véritable dimension? C'est-à-dire que ce n'est pas d'office que l'enfant prend, parce qu'il a déjà été éduqué avec des choses à suivre, des préceptes à suivre, donc les premières séances, pour qu'il intègre quelque chose qui est tout à fait nouveau, d'abord on commence par du corps à corps. Parce que mon corps va être la limite, va être l'espace de sécurité pour l'enfant. Et donc après, quand il a intégré quelque chose de ça, donc il y a un moment où on met les choses en mots, un moment où les choses sont vécues, un moment au retour, un moment en groupe, un moment pour soi. Et quand il y a quelque chose, quand l'enfant intègre ce cadre dans lequel il a un espace aussi de liberté, alors après on peut lâcher. Mais d'abord, il a d'abord à montrer que je suis solide. Ça, c'est la première chose, que je suis solide, qu'il y a un espace de liberté qui est ouvert, mais il y a aussi des limites qu'on ne passera pas, comme par exemple la violence. Ça, un groupe ne peut pas fonctionner avec de la violence parce que sinon, on ne sait plus réfléchir, on ne sait plus construire, on est juste en mode survie. Donc ça, c'est une limite très claire que là, on n'y va pas. Donc, vous trouvez autre chose, mais avec comme ça, on ne continue pas. Donc, c'était les 3 règles, c'est respect de soi, respect de l'autre, respect du matériel. Et donc, je me dis, avec ces 3 règles, tout peut bien fonctionner. Donc, on respecte celle-là. Et donc, ce cadre qui venait du dehors, dans un premier temps, donc il faut d'abord l'intégrer par le dehors. Et donc, ça, c'était moi en tant que limite corporelle et limite de pensée, contenant de pensée pour les enfants, puisque mettre des mots sur ce qui est en train de se jouer, c'est comme aussi leur offrir l'occasion de pouvoir mettre des mots à leur tour. Et alors, une fois que corporellement, ils sont imprégnés de quelque chose qui est de l'ordre de la verticalité, puisqu'alors ils prennent conscience qu'eux aussi peuvent se redresser et peuvent aussi avoir une action sur l'espace qui leur est offert, alors là, on peut les laisser. Mais il y a d'abord un apprentissage quand même, il y a d'abord un vécu par lequel passer avant de pouvoir laisser. Et alors, ce qui était très beau, donc l'enfant apprend à se définir. Ça, c'est le moment le plus dur. C'est rester assis au début de la séance et on parle de comment je me sens ici et maintenant. Donc, avec les filles, ça va tout seul. Bah, pas toujours, mais avec les garçons, c'est un peu plus dur de se connecter à soi-même. Et donc, ça, c'est le premier espace à intégrer, à accepter. C'est que, voilà, on va travailler ensemble. Comment on va penser cet ensemble avant d'y aller, quoi. Et puis, alors, il y a le temps de jeu, puis le temps seul. Et alors là, j'ai perdu mon fil, donc si tu peux me rappeler. Mais en fait, c'est par rapport à donc, ce cadre que tu mets en place, Voilà, c'est ça. et où finalement, bon, finalement, en même temps, tu les laisses libres. Oui. Tu ne mets plus comment dirais-je, tu as vraiment de la créativité dans cette manière d'avoir installé un cadre qui est autre que ce que l'institution quelque part nous apprend. Et une fois que ce cadre est mis en place, est-ce que c'est là que tu as pu faire le pont et te rendre compte qu'en fait, des enfants avaient déjà au départ les réponses à ce que les choses allaient devenir par la suite, par rapport à ce thème où tu disais, mais en fait, nos intuitions, nos dons, nos talents, ils sont déjà là, enfants. Ouais. Mais c'est-à-dire que d'abord, ils doivent sentir qu'ils sont en sécurité. C'est la première chose, en fait. Avant de pouvoir se déployer, c'est vraiment d'abord se sentir en sécurité.
Et donc, quand ils sentent que je suis solide, que le cadre est solide et qu'ils seront protégés contre de la violence et tout ça, alors ils peuvent déployer leur qualité humaine. Et donc, après, là, ils se rendent compte alors qu'ils peuvent être quelqu'un de bien, finalement. Parce que quand ils sont placés, ils ont cette image comme quand ils ne sont pas assez bien et qu'ils doivent faire plein d'efforts pour pouvoir rentrer à la maison. Donc, c'est vraiment très violent déjà d'être placés en internat. Et donc là, ils prennent conscience ce sont aussi des gens bien. Et donc, ils peuvent aussi parler ensemble, qu'ils peuvent créer et que quelque chose de bon peut circuler. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, il y a quelque chose en eux qui se met debout. Et ils sentent qu'ils peuvent aussi voilà, dire à l'autre, ben, calmons-nous, maintenant c'est le moment de parole, et donc ce n'est pas à moi de le faire parce qu'eux ont intégré quelque chose comme quelque chose de bon et pas comme une contrainte. Là, c'est dans un internat que tu travaillais, c'est ça que tu dis? Oui. Un internat, d'accord. D'accord. C'est là où tu me parlais d'orphelinat. C'était un internat pour des enfants qui sont orphelins? Que toute petite, oui, quand je parlais de mon enfance, je disais que toute petite, j'avais déjà rêvé de travailler dans un orphelinat. Et c'est pour ça que je dis ce qui se révèle à nous, c'est le fait qu'à un certain moment, ben, les choses qu'on a pensées petites, ben, j'ai remarqué ça souvent, ben, se réalisent plus tard, en fait, même quand on n'y a plus pensé. Et donc, quand je suis arrivée dans cet endroit-là, je me suis dit, c'est ici que je dois être. En fait, j'ai senti que c'était un lieu déterminant voilà, pour moi. Mais donc, il avait déjà pris sens depuis longtemps. Et c'est après que tu t'es rendu compte que, étant enfant, t'étais déjà venu cette idée ou cette envie ou c'était une parole qu'à un moment donné tu as dite que plus tard je travaillerais dans un orphelinat. Ça s'est passé comment? Eh bien, déjà très petite, je me souviens que je savais calmer les bébés. Moi, j'avais peut-être 5 ans, j'étais encore un enfant moi-même, un bébé moi-même. Mais quand à la maison, il y avait des bébés qui pleuraient, ben, quand je les prenais, eh ben, ils s'apaisaient. Et j'avais l'impression vraiment d'entrer en communication en fait avec le bébé. Et donc, je m'étais dit plus tard, ben voilà, je travaillerai avec des enfants. Je savais Et je suis curieuse, hein. Oui, c'est bien. Donc, petit, tu te rends compte que tu as déjà cette capacité, tu sais calmer les bébés. Euh, c'est quelque chose, tu te rends compte que tu portes ça, ou bien finalement c'est quelque chose que, ben, en fait, toi-même tu as reçu ça. C'est-à-dire que quand tu étais petite, tu as déjà été dans un environnement où tu as eu la chance d'avoir une personne qui, lorsqu'elle te prenait dans les bras, elle savait te calmer. Ça vient d'où cette capacité? Est-ce que c'est une capacité innée que tu as? Ou bien, en fait, parce que toi, tu l'as reçu, à ton tour, tu sais le donner. Ça vient d'où? Ah bien, ça, je ne sais pas dire d'où ça vient parce que euh, même plus tard, par exemple, je savais détecter les bébés HP au potentiel, tout Mm. petit, tout bébé. Et donc, c'est pas que j'ai appris ça, c'est un feeling. Il y a quelque chose d'un lien qui s'était passé. J'avais vraiment l'impression de pouvoir communiquer et que c'était naturel en fait. C'est pas quelque chose que je pense avoir appris, c'est quelque chose qui est venu naturellement. Oui, oui, oui. Donc, en fait, c'était déjà là et plusieurs années plus tard, ça se manifeste dans ce cas-là, dans ta vie professionnelle, disons. Voilà. Ah, Tout à oui, fait. oui, Ouais. oui. Mais ça, j'aimerais bien. Je vois que, ah, bah, bonjour Sophie, Edwige, Élie, Isabelle, Anne-Claire. Est-ce que, ben, ça, j'aimerais bien vous faire réagir un peu. Est-ce que, parce que c'est vrai qu'à l'instant même, on ne se rend pas compte, surtout si c'est naturel. Pour nous, on ne réalise même pas qu'on a ces capacités-là. Est-ce que vous avez aussi pu constater pour vous que X années après, finalement, la profession que vous avez choisie, ou en tout cas ce qui vous occupe le plus dans vos journées, utilise finalement des capacités que vous aviez déjà enfant. Et ce qu'il y a, c'est que c'est tellement naturel qu'on ne réalise pas. Donc souvent, il faut avoir déjà fait un parcours ou avoir eu un certain chemin pour remettre en conscience ce lien-là. Donc, je vois que oui, à un moment, on réalise une envie qui est déjà enfouie dans l'enfance, que nous dit Élodie. Merci Élodie.
Oui, oui, oui. Et cette envie, donc toi, dans ton cas, lorsque tu as réalisé cette envie, tu sais, lorsque tu nous expliques ton parcours, donc au départ, dans ton parcours professionnel, bah comment dire, tu mets un peu en place le cadre qu'on t'a appris. Mais ce cadre-là, il ne va pas forcément utiliser tes capacités, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, c'est bien après que tu te dis, mais finalement, pourquoi pas nous occuper aussi de la ressource? Et là, finalement, tu mets mais, plus en conscience un cadre qui est un cadre qui correspond vraiment à tes talents. Donc, est-ce que dans un premier temps, puisqu'elle parle de nos envies enfouies, est-ce que dans un premier temps, nos envies enfouies, est-ce qu'elles n'ont pas besoin de passer par un endroit où quelque part elles sont pas toujours mises, en tout cas en évidence par la société ou le cadre, et que c'est parce qu'elles sont pas mises en évidence qu'il y a un impulse qui nous pousse à faire sortir notre talent? Eh bien, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, c'est personnel, Oui, je sais. donc à 14 ans, je faisais déjà des baby-sits et les mamans avaient très confiance en moi. Ils me donnaient même des bébés de 2 semaines alors que Wow. j'étais une ado. Voilà. Donc, et les enfants que je gardais, ils demandaient Régine, quoi. Ils ne voulaient pas d'autres baby-sitters que moi. Donc, ça, ça a toujours été finalement comme ça. Je me souviens après ma formation, pendant mes stages de kiné, j'ai dû travailler en pédiatrie. Et là, il y avait des enfants vraiment très mal en point. Parce qu'en fait, moi, on m'avait demandé en tant que kiné pour faire la respiration, c'était des enfants qui étaient aussi en dialyse et des choses comme ça. Donc, ils n'avaient plus que la peau sur les os, ils ne bougeaient plus, ils ne riaient plus pour la plupart. Et donc, en une matinée, en tant que stagiaire, je devais faire 15 enfants. Et donc, j'imagine toutes les stagiaires avant qui sont venues faire ces enfants du tapping, donc pour la respiration, pour enlever les glaires, et donc qui ont tapé et puis ils sont passés à côté, ils ont tapé, ils sont passés à côté. Mais moi, directement, alors que je n'ai pas appris ça dans mes études, je me suis dit, je ne peux pas faire ça à des enfants, directement. Et donc, j'étais stagiaire, je me dis, ben, je ne peux pas non plus aller dire, je ne suis pas d'accord de travailler comme ça. Ce serait Et pas donc, bien vu. voilà, ça ne serait pas bien vu. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Mais en tout cas, taper sur le dos des enfants et puis passer à côté, ça, je ne peux pas faire. C'est un enfant que j'ai là. Et donc, en fait, ce que j'ai trouvé, je me suis dit, ben, comme mon temps est limité, il faut qu'il soit de la meilleure qualité possible. Que ma qualité de présence soit la plus parfaite possible pour l'enfant. Oui. Et donc, prendre le temps d'accrocher le regard. J'accompagnais d'un contenant vocal parce que je chantais à l'enfant pour qu'il ait cette enveloppe de son, de vibration et que ça le réveille quelque part aussi, qu'il retrouve ce plaisir aussi de jouer. Parce qu'un enfant, il a du plaisir à jouer avec les mots, avec les sons normalement. Et là, c'était des enfants qui ne bougeaient plus, qui ne souriaient plus. Et donc, tous mes soins, je me suis dit, il faut vraiment qu'il retrouve le sourire, quoi, qu'il rit. Il y a peut-être du sérieux, mais il y a d'abord aussi le rire. Parce que le rire, c'est un signe aussi de guérison. Ça montre vraiment qu'on est passé à autre chose, qu'on se relâche. Et donc, le peu de temps que j'avais avec l'enfant, j'étais vraiment tout à fait avec lui. Et donc, j'entrais en... Et donc, à la fin du mois, ben, les enfants qui n'avaient plus ri, qui n'avaient plus marché, ben, il y en avait qui étaient dans le couloir à vélo. Donc là, je n'ai pas appris ça. Voilà. Je n'avais appris ça nulle part. Donc, c'est une intuition, ça m'a été donné. Je ne sais pas comment le définir. Ça t'a été donné, mais en même temps, quand je t'entends, j'ai l'impression qu'il y a, tu sais, quand tu nous partageais ce premier mantra, il y a toujours un cadeau caché derrière. Donc finalement, le fait de te retrouver dans un endroit où en tant que stagiaire, tu dois faire du tapping et que ça ne te convient pas du tout, tu aurais pu vivre ça très mal. Mais en fait, tu es parti chercher le cadeau qu'il y a derrière et le cadeau qu'il y a derrière, c'est que tu as développé une qualité de présence, tu as développé une créativité dans la manière d'accompagner les enfants finalement. Et là, il y a des messages, je crois que ça résonne aussi pour certaines personnes. Moi, c'est un message. Ben oui, oui, je vois Anne-Claire qui nous dit, mais bien sûr, j'étais déjà petite thérapeute dans ma famille, voilà, donc ça, c'est les meilleurs thérapeutes par la suite. Ça répond à ce besoin, un désir enfoui. Isabelle qui nous dit, mais heureuse d'entendre que ce que j'ai vécu
enfant existe pour quelqu'un d'autre. Je savais calmer les bébés depuis toute petite par le toucher et le chant. Et, et c'est vrai que cette partie, ce qui est lié au chant, bien souvent, cet endroit où parfois on se dit oh mais je ne sais pas chanter, ou bien oui mais pas trop fort, oui mais et là on se rend compte que ce chant a une telle capacité qu'on ne peut pas le retenir, quoi. C'est pas pour nous, il est là pour transmettre. Élodie qui nous dit à 50 ans, ben, moi j'ai réalisé mon envie enfouie de travailler avec les enfants aussi et me suis réorientée par d'autres études plus adaptées. Voilà, tout est possible. Oui. Et Tsaka qui nous dit, je voulais être une maîtresse ou une prof de danse, mais je ne pensais pas être à la hauteur. Bon, ben les choses vont changer, je crois. Et maintenant, tant petit point, voilà. Et Edwige qui nous dit, je jouais au capitaine de bateau et je suis responsable de projet. Par ailleurs, j'ai toujours souhaité aider les autres et être à l'écoute des besoins des autres pour différentes raisons. Donc oui, des capacités que j'utilise avec conscience aujourd'hui. Et parfois, ça peut aussi, voilà. Et Tsaka qui dit, maintenant, je vibre lors de mes sessions de danse que j'offre. Et c'est vrai que c'est peut-être justement cette vibration spéciale qu'on peut sentir qu'il y a quelque chose qui s'aligne et que ça, c'est notre être. Il y a, il y a une vibration. Est-ce que c'était comme ça pour toi aussi? Il me semble que tout à l'heure, tu as dû parler de quelque chose comme ça. Pour moi, tu parles pour moi? Oui. Ah oui, oui, parce que là, j'étais alignée et j'étais vraiment dans une autre dimension temporelle. Et en fait, pour dire par rapport à ce qui se révèle à travers nous, à mes 14 ans, à mon adolescence, j'ai senti comme une porte qui s'ouvrait sur une autre dimension, en fait. Mais ça m'a permis tellement, ça m'a paru tellement, tellement grand et tellement puissant que j'ai fermé vite. On referme tout. J'ai dit, ouais, je ne sais pas avec qui en parler, ni quoi en faire. Voilà. Et donc, c'est seulement à mes 50 ans que je me suis dit, ben, j'ai envie de l'ouvrir. Mais je ne veux pas l'ouvrir seule parce que je ne connais pas ce qu'elle cache. Donc, j'ai cherché d'abord des personnes qui pouvaient me guider et m'accompagner. Donc, un réseau de personnes qui avaient déjà traversé. Puisque moi, tout ce qui était spirituel, machin et tout ça, je n'étais pas du tout dedans. Chamanisme et machin. Donc, c'est vraiment à 50 ans que je me suis dit, d'accord, je veux bien aller voir cette porte que j'avais fermée. Et donc, sur ça, j'en reviens sur le temps. Parce qu'en fait, cette dimension, maintenant, j'accompagne plutôt des adultes. Ça arrive parfois des ados encore. Mais cette dimension du temps, c'est comme... donc, au départ, mes séances, elles duraient 1h30. Puis, ça s'est raccourci à 1 heure. Et la dernière fois, je n'en revenais pas moi-même. Il y a eu une demi-heure et c'était fini. Et donc, il y a comme une contraction du temps qui est en train de se passer. Et chaque fois, je vérifie bien avec l'autre personne. Je dis, voilà, toi aussi, tu sens que c'est fini. Et c'est oui. Et donc, voilà, en fait, je pense que cette dimension temporelle différente, eh ben, maintenant, c'est un outil de travail. C'est quelque chose avec quoi je travaille. Et d'ailleurs, quand je fais mes kassalas, donc qui sont mes textes, je participe à des cafés littéraires où je fais le résumé en kassala, en poésie. Et ben, chaque fois, avant d'y arriver, je me dis, j'y arriverai pas, j'ai pas le temps. Et tout ce que j'ai pris comme notes, comment je vais les mettre en texte. Et puis, il y a un moment où je lâche. Et puis, alors, ça se fait. Et donc, je dis, de toute façon, ça se fait. Donc, il y a quelque chose qui se fait. Et donc, et est-ce que ce serait possible que ce soit aussi lié à, tu sais, lorsque tu dis à 14 ans quelque chose s'ouvre, et ça t'a l'air tellement énorme qu'effectivement on referme. Hein, ce serait d'ailleurs intéressant si vous pouvez nous dire si vous avez eu un peu ce genre d'expérience, parce qu'effectivement à un moment donné, ces intuitions qui sont liées vraiment à nos capacités de perception qui sont bien plus grandes que celles que nous développons durant nos études, où là, c'est beaucoup plus cartésien. Donc là, on va rentrer voilà, dans notre autre cerveau, celui qui est ouvert justement à un temps qui n'est pas chronologique, un temps, voilà. Et donc, du coup, ces facultés-là, c'est un peu comme si elles étaient dans d'autres dimensions. Enfin, je ne sais pas si elles sont dans d'autres dimensions ou bien si c'est notre formatage très cartésien qui nous éloigne de cette dimension, mais qu'en fait, c'est la dimension juste normale.
Et donc, finalement, plus tard, lorsque après tes 50 ans, tu commences à t'ouvrir à ça, donc du coup, tu fais des soins différemment et avec des adultes. Et comme tu rentres dans cette autre dimension, ben, effectivement, les choses ne fonctionnent plus pareil. Donc, est-ce que cette notion du temps, elle serait pas aussi liée à un mode de travail très cartésien par rapport à un mode qui est beaucoup plus dans l'intuition, l'ouverture, la perception, le fait de recevoir et qui est du coup, effectivement, ça ne fonctionne pas avec les mêmes critères. Est-ce que ce ne serait pas ça aussi qui crée la différence? C'est-à-dire qu'on fonctionne avec des œillères au début Hmm. et c'est sécurisant. Et donc, on n'ose pas trop les ouvrir parce qu'on ne sait pas si on saura gérer, en fait. Et donc, et à un moment, ben, moi, c'est pour ça que je dis, j'ai créé d'abord un réseau de sécurité autour de moi pour être sûre de ne pas me retrouver seule face à tout ça. Parce que j'avais conscience, voilà, je ne sais pas dû à quoi, mais j'avais conscience que c'était important de ne pas faire le chemin seul, en fait. Et donc, Oui, tout à fait. Tout à fait. et donc ce que je comprends, c'est que la même chose que l'on vit à certains moments de la vie peut être tout à fait revisitée avec tout à fait un autre regard, un autre moment, et donc et prendre vraiment tout à fait une autre ampleur. Et là, je peux donner un petit exemple, voilà, dont j'avais parlé aussi quand tu t'es présenté, qui était le rêve avec la main coupée. Parce que Oui, voilà, c'était ça. oui. Et donc, que moi, je croyais que c'était le rêve comme quand on rêve qu'on tombe et qu'on remonte en sursaut et que tout le monde avait le même rêve. Et puis, avec tout ce qui se passe pour le moment, tout ce qui remonte de l'histoire du monde, je vais dire, ben, je me rends compte que cette main coupée, j'ai peut-être eu une autre vie avant où j'ai été esclave et qu'on m'avait coupé une main. Donc, maintenant, j'ai un autre regard sur ça. Alors aussi, par exemple, par rapport à mon travail, j'ai eu souvent des soucis relationnels à mon travail. Et un jour, donc il n'y a pas longtemps, je crois que c'est l'année passée, je suis allée à une conférence, une journée de commémoration sur le Kasaï, Oui. donc l'origine de ma mère, le village d'origine de ma mère, du Kasaï. Et j'ai entendu l'histoire des Kasaïens pour la première fois, finalement, cette fois-là, donc il n'y a pas longtemps. Et j'ai fait des similitudes, en fait, avec ce que j'ai vécu à mon travail. Et donc, je me dis, dans nos cellules, en fait, on porte une histoire qu'on ne connaît pas nécessairement et qu'on rejoue. Et donc, après, pour s'en nettoyer, s'en débarrasser, bah, c'est tout un chemin, mais voilà, déjà prendre conscience de ça, qu'il y a quelque chose en nous, dans nos cellules, qui s'est inscrit de cette vie-ci et peut-être d'une autre vie encore. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on est plus grand qu'on ne le pense, On le pense. mais que pour oser le regarder, bah, il faut que c'est important de pouvoir le partager avec d'autres personnes qui l'ont traversé, puisque sinon on va croire qu'on est vraiment. On peut aller en psychiatrie. Il y a des personnes qui vont en psychiatrie parce qu'ils n'ont aucun référent à qui déposer ce qu'on peut appeler de bizarre quand on. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc il y a des enfants, des ados qui sont médiqués très tôt. Oui, Et oui. alors qu'ils n'ont rien en fait. Et donc les chamans, eux, auraient utilisé cette problématique du jeune, de l'enfant. Mais ici, les enfants ne sont pas accompagnés, les jeunes ne sont pas accompagnés. Donc il y a des enfants qui très tôt voient des choses et qui se retrouvent totalement seuls avec Oui, ça. En fait. oui, oui. Oui, et en général, c'est justement quand on est plus jeune qu'on on voit, parce qu'on n'est pas encore trop formaté, on n'a pas les ornières trop comme cela. Tu sais, ce que tu dis là, ça me fait penser le premier live avec Dominique, qui parlait justement d'accompagner nos enfants parce que ils portent déjà en eux tout ce qu'il faut pour ce nouveau monde, mais qui n'ont pas forcément la conscience qu'il faudrait que tout le modèle de l'éducation et de l'accompagnement des enfants et des adolescents soit plutôt là pour leur permettre de se découvrir. Donc, aujourd'hui, avec le parcours que tu as, si tu as un enfant de 14 ans même plus tôt, si tu as un ado de 14 ans ou un enfant qui a, je sais pas, 4 5 ans et qui te parle de choses, voilà, comme ça, qu'il voit,
Et comme tu dis, à cet âge-là, ça peut paraître tellement énorme qu'on n'a qu'une envie, c'est de fermer. Parce qu'on se dit, enfin bref, pour chacun c'est différent. Mais ce serait quoi ton conseil? Aujourd'hui, toi, par exemple, tu agirais comment face à un enfant ou un adolescent? Comment on fait pour soutenir ça? Parce qu'en même temps, comme disait Dominique, il manque la conscience de... Alors, est-ce qu'il faut tout de suite leur donner la conscience ou bien est-ce qu'il faut leur donner le terreau nécessaire pour pouvoir assumer ce qu'ils portent pour après? Comment tu ferais, toi, aujourd'hui? J'ai eu un enfant d'une dizaine d'années, il n'y a pas longtemps, Mm. et qui avait déjà des capacités. Et donc, en fait, c'est délicat comme situation parce que les parents, quand ils ne sont pas prêts, ben pour eux, c'est comme si leur enfant parlait chinois, en fait. Et donc, c'est très, très difficile, même en tant que thérapeute, de savoir quoi faire parce que ça peut pousser le parent à refermer, à ne plus aller consulter, en fait. Oui, tout à Et fait. donc, et donc maintenant, ce que je sens juste, c'est que quand un parent me dit pour un enfant, puisque j'ai aussi eu une demande d'une maman qui avait un enfant de 3 ans et cet enfant, il était HP. C'était un enfant hyper intelligent, mais à l'école, il mordait tout le monde, il tapait dans tout, il respectait rien. Mais moi, j'ai vu tout de suite que c'est pas ce qu'il est ailleurs, quoi. Il est déjà plus loin, beaucoup plus loin. Et donc, parfois, les parents sont déjà HP eux-mêmes sans le savoir. Et donc, c'est peut-être plus facile. Mais parfois, les parents ne le sont pas. Et donc, là, c'est déjà beaucoup plus délicat. Et donc, maintenant, ce que je ferais, puisque là, j'ai cru que la mère pouvait entendre. Mais je pense que j'ai été vite. Et donc, je me dis, il vaut mieux alors offrir l'espace à l'enfant où il va entendre un écho. Mm. On va lui dire, ben, tu sais ce que tu sens, c'est juste, C'est juste. tout à fait juste, et tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup d'enfants comme toi qui voient des choses, qui savent très bien où ils doivent mettre la chaise, la table, la couleur de la pièce, et ils sont tout petits, ils n'ont jamais fait d'études de déco, mais ils ont ça en eux, en fait. Ils ont soit la connaissance des couleurs, soit de l'espace, soit des chiffres, enfin. Et donc, lui dire qu'il n'est pas seul. Ça, c'est très, très important, qu'il n'est pas seul. Que ce qu'il a, c'est un don, donc c'est à célébrer, mais que tout le monde ne peut pas le comprendre. Ça, c'est très, très important de lui faire comprendre que c'est comme s'il parlait une autre langue et donc que ce n'est pas n'importe qui peut raconter ça. Il doit vraiment sentir à qui il parle et comment il en parle, parce qu'il y a aussi comment. C'est-à-dire, au début, quand on ne sait pas que tout le monde n'est pas comme ça, ou tout le monde n'a pas cette perception, ben on parle à nu, et finalement, on se livre et on se met finalement un peu en danger, quelque part. Mais que si l'enfant prend conscience que pour d'autres, c'est pas accessible, et qu'il faut un autre langage, ou alors simplement juste accepter que l'autre est là, tout simplement, ben, je me dis peut-être ça va lui donner des pistes pour trouver, parce que je suis sûre qu'ils vont trouver tout seuls alors comment faire. Oui. Voilà. De savoir qu'il a entendu, que c'est normal, que peut-être ses parents ne vont jamais comprendre ça, déjà, mais qu'il pourra trouver peut-être plus tard, ou en tout cas chez moi, déjà un écho. Ben, comme ils sont déjà en avance, il va comprendre ce que je veux dire à travers... parce ce sont souvent des personnes hyper empathiques, des enfants qui sentent très très bien ce qui se passe chez les adultes autour d'eux, et donc ils vont prendre même le mal, la douleur, le mal-être du couple, par exemple, quand ils sentent qu'il y a un mal-être dans le couple, ils vont faire le plus de bêtises possible pour détourner l'attention. Donc c'est des enfants qui ont une très grande sensibilité et une très grande empathie la plupart du temps. Finalement, en t'entendant, Régine, c'est comme si pour les deux, pour les parents ou l'adulte, ou voilà, notre société, tous ceux qui sont autour de ces enfants et les enfants de l'autre côté, pour les deux, c'est le même, quelque part, c'est la même chose qui doit être fait, leur faire comprendre que l'autre peut être différent et qu'il faut juste accueillir de manière inconditionnelle l'autre tel qu'il est. Ouais.
En fait, ça va passer au-dessus de ce qu'on peut soit comprendre, soit voir. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est accueillir l'autre dans sa différence, donc accueillir la totalité, donc avoir un accueil inconditionnel de ce qui est en face de moi, Oui. même si je ne Mais comprends pas, même si je vois pas les mêmes choses que toi, même si, etc., etc. c'est-à-dire souvent, ils ont la capacité même d'aller rejoindre. Hein. Mm. Donc, ils ont même la capacité d'aller rejoindre l'autre là où il est. Donc, Oui, souvent, oui. L'enfant, oui, mais donc dans ce cas, des enfants comme ça, super hypersensibles, mais justement, parfois, ils risquent de s'y perdre. oui, ouais. Oui, donc l'enfant, oui, mais l'adulte, le parent, quand tu dis le parent, il ne comprend pas l'enfant. C'est pareil, c'est aller Oui, pour chercher chez le parent finalement cette fibre qui était là au départ, de ce lien entre ces deux âmes qui se rencontrent et qui décident dans cette vie-ci d'être parent-enfant, aller rechercher vraiment cet endroit d'amour, de cœur qui va donner cet amour inconditionnel à l'enfant, cet accueil inconditionnel. mais c'est-à-dire que l'enfant, ben, parfois, il tombe dans une famille où il y a des abus. Hein, donc, c'est pas. Voilà, donc, en fait, là, alors, je me réfère au fait que notre âme a choisi. Mm. Et donc, que son âme doit se forger par rapport à cette famille dans laquelle. Et que les épreuves qu'il aura à vivre, aussi dures soient-elles, c'est ça qui va faire après sa force, sa lumière, sa connaissance, en fait. Oui. Ses épreuves vont devenir son savoir et sa connaissance. Et donc, ben, c'est encore délicat dans le sens où ben, on ne peut pas toujours séparer les enfants, les parents. Je trouve que ça c'est pas une réponse unique, en tout cas, que je ne peux pas donner une réponse unique, parce Oui. qu'il y a des situations dans lesquelles ben, il vaut mieux rompre le lien. Mm. Moi, j'ai vu des enfants, là où je travaillais, des enfants que j'avais vus qu'ils étaient HP, et puis quand je les ai eus à 6 ans, il y en a un en particulier, je l'ai eu à 6 ans, je l'ai vu revenir ado, plus grand, il avait tout perdu. Ouh. Alors que tout petit, là, à 6 ans, il savait exactement me dire le jeu familial, la scène qui se jouait. Et donc il avait vraiment une clairvoyance, une connaissance. Puis il a eu le retour à la maison autour d'un milieu voilà, qui était démuni, défavorisé. Quand il est revenu, ben, c'est comme si son cerveau s'était éteint quelque part. Oui. Et donc, il y a aussi à accepter que parfois, c'est le destin et qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Parfois, c'est justement cette route-là qu'il devait faire. Tout à fait. Parce que soi-même, alors, on peut se perdre aussi dans vouloir changer quelque chose qui est déterminé. Et donc, c'est un peu dur. C'est un peu dur parfois à entendre, puisque même pendant le Covid, moi, je dis, ben, ceux qui meurent, c'est ceux qui doivent partir. Et donc, on peut paraître un peu insensible. J'ai dit, moi, je ne vois pas comment moi, Régine, je peux contrer quelque chose de plus haut. Et ceux qui doivent partir doivent partir. Quoi. Donc, moi, j'accepte déjà tous ceux qui doivent partir. Mais, et donc, c'est aussi dans le travail d'accompagnement, parfois accepter l'autre là où il est et qu'il est là-dedans. Quoi, et que, Oui, et justement, l'acceptation, elle peut peut-être venir d'expériences où on se rend compte que finalement, il y avait un cadeau derrière ça. oui, c'est Il y a ça. toujours un cadeau derrière, comme tu disais. Mm-hmm. C'est avoir le fait d'avoir eu quelquefois cette expérience-là, c'est ce qui permet de pouvoir dire, OK, je suis dans l'acceptation. Il y a quelque chose de plus grand que moi que j'ignore, mais il y a un cadeau derrière. Et, Voilà. et j'espère que vous faites que voilà, ce cadeau puisse arriver dans les bras de cette personne à un moment donné, quoi. Mais ça le sera de toute façon à un moment ou à un autre. Ouais. Et il y a aussi quelque chose d'important qui m'a aidé moi dans ma vie, c'est le fait de savoir que ben, c'était dans la Bible, mais Dieu nous a fait libres. Et donc nous sommes libres en fait. Et donc ça, de savoir ça, moi, à un moment où j'ai vécu un gros traumatisme, voilà, où je pouvais basculer, parce que j'ai cette phrase qui m'a dit, tu peux choisir où tu veux aller. Mm. Tu peux choisir si tu veux basculer dans la folie, si tu veux basculer dans la dépression, si tu veux basculer dans la résilience, si tu veux basculer dans... Voilà, en fait, on a une panoplie de choix.
Donc, ce qui nous arrive, parfois, peut-être on ne choisit pas, mais ça, j'en sais rien. Sur cette question-là, je ne vais pas me prononcer. Mais en tout cas, sur ce que je pense, c'est ce qu'on a le choix de ce qu'on va en faire. Oui. Et donc, dans les moments les plus durs, Oui. justement, là où je suis dans la nuit, où j'ai mal au corps, où j'ai mal au cœur, où j'ai mal partout, eh ben, je dis, il y a sûrement un cadeau caché derrière. Il y a Oui. sûrement un cadeau caché derrière. Et je le trouve, et parfois, il est formidable, en fait. Parfois, je n'aurais jamais pensé à un tel cadeau, mais c'est parce que je suis en train de traverser une voie de transformation. Et là, comme tout accouchement, eh ben, c'est douloureux. Voilà. En Oui, fait. oui, 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 tout à fait. Et là, moi, ça me fait penser vraiment à… Tu vois, quand tu disais à un moment donné, dans ce grand traumatisme, j'avais le choix. Enfin, j'avais le choix. C'est comme si l'âme, à un moment donné, peut exercer son libre arbitre, quoi. C'est, OK, le destin va continuer par la folie, le destin va continuer par cette voie-là, le destin va… Et je peux prendre une voie ou l'autre. Vraiment, l'endroit où tu peux exercer ton libre arbitre. Mais c'est un endroit, enfin c'est difficile de l'expliquer comme ça, mais c'est comme si à un moment donné, on se rend compte que, mais en fait, oui, c'est moi qui choisis une voie ou l'autre. Et finalement, en prenant une voie ou l'autre, tu vois cette phrase quand tu disais, en prenant soin de toi, tu prends soin du monde. Voilà. C'est, voilà, à un moment donné, quand tu expliquais ça et quand tu expliquais comment tu es sorti de là, mais en fait, tu as pris soin de toi en faisant ça. Et à ce moment-là, c'est aussi une transmission, c'est quelque chose que tu donnes aux autres, de voir que ben voilà, au moment où tu peux basculer, en fait, il y a possibilité aussi de… On n'est pas obligé d'aller à l'endroit où on va aller forcément se taper la tête contre les murs, quoi. Et, Soin de moi, par contre, j'aurais pas su, je pense. J'ai juste choisi. oui, J'ai juste choisi que j'en ferais autre chose. oui. Et après, la vie apporte. Donc, parce que quand on choisit, donc on met un projet en soi et la vie répond. Mais par contre aussi, j'ai eu cette petite lumière. Il y a toujours eu une petite lumière en moi. Donc, quand j'étais dans ce noir, je voyais cette petite lumière. Oui, Et donc, j'ai choisi d'aller vers cette petite lumière. En fait. oui, oui, oui. Mais donc, c'est aussi une question de confiance, en fait. Oui, 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 oui. Confiance dans cette petite lumière, le cadeau. Ouais. Oui, écoute, je vois. Ah oui, bah, Tsakal qui demande, tu pourras peut-être lui répondre tout à l'heure s'il y a des livres qui peuvent soutenir les enfants. Euh, alors oui, nous avons une panoplie de choix, effectivement. Oui, oui, oui. Il y a vraiment cet endroit où l'âme, ce libre arbitre qui est, enfin pour moi en tout cas, ça a été difficile à un moment donné d'accepter ça, mais effectivement à un moment donné, on se rend compte qu'on a ce choix. Et Anne-Claire qui dit merci Régine pour nous sommes libres de nos choix. À un moment donné, il y a Élodie quand même qui nous dit j'aurais aimé que mon second fils ait pu te rencontrer lorsqu'il était plus jeune, un HP lui aussi, mais il n'a pas été soutenu à l'école et nous, parents, ben, nous étions démunis. Oui, oui. Effectivement, ça c'est quelque chose qui se répète et osons, osons croire dans le fait qu'avec toutes ces consciences qui se réveillent, qui s'éveillent et aussi tout ce qui se met en place quand même pour une parentalité positive, une éducation autrement, que nous allons vers une autre manière d'accompagner tout cela. Donc, bah écoute, Régine, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose à notre rencontre d'aujourd'hui? Ou comment est-ce que nous… J'espère avoir répondu au titre ce qui se révèle à travers nous. J'espère que ça Oui, a été dans le sujet. Et franchement, si ça vous… Voilà, c'est surtout aux enfants que je pense parce que c'est eux qui vont construire notre monde de demain. absolument. Mais aussi, donc, nous, on est les adultes et donc, en tant que parents, voilà, c'est bon de nettoyer ce qu'il y a en nous parce que tout ce qu'on nettoie en nous est nettoyé directement pour les enfants. Désolée pour le téléphone qui sonne, j'ai oublié de décrocher. Je vais vite l'éteindre. Hein. Oui, 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 oui. Donc, alors, je regarde, j'en profite pour regarder un peu. Oui, il a aussi été question de ces cycles, hein, les cycles de vie, des cycles de 9 ans, des cycles de 7 ans. Oui, oui, effectivement. Ouais, Et ouais. donc, tout ce qu'on fera comme chemin, comme nettoyage, nous, on nettoie les gens qui viennent après. Et donc, euh, voilà, parfois, c'est important de savoir on a tous vraiment beaucoup de potentiel. Ça, j'ai vraiment envie de dire, on a tous vraiment beaucoup de potentiel.
Et souvent aussi, on s'oublie. En fait, on prend super bien soin des autres et on s'oublie. J'en connais quelque chose. Et donc, prendre soin de soi, c'est vraiment prendre soin du monde. Parce qu'en imaginant que tout le monde prend soin de soi, ben, le monde irait super bien. Et donc, c'est ça, en fait. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est parce qu'on a reçu un cadeau qui est notre vie, qui est notre corps. Et donc, voilà, on doit en prendre soin. Et par ce soin qu'on va se donner à soi-même, on sera un exemple pour les autres, pour prendre Oui, soin tout d'eux. à fait, tout à fait. Et finalement, dans cette phrase où on dit, mais quand tu prends soin de toi, ou tout ce que tu guéris pour toi, en fait, va se guérir aussi pour les autres. Mais en fait, parce que parfois, des personnes ont un peu du mal avec ce concept-là, mais il pourrait aussi être dit autrement. À partir du moment où tu guéris quelque chose pour toi, tu vibres autre chose, tu envoies autre chose dans le monde, tu as d'autres attentes, d'autres manières de réagir. Et donc, forcément, tu transmets au monde un autre miroir. Et donc, tu mets une autre action dans le monde. Donc, puisque tu mets une autre action dans le monde, tu auras une autre réaction. Et ça veut dire qu'on donne du coup la possibilité au monde de réagir aujourd'hui différemment parce que chacun de nous aura fait ce chemin de transformation et donc aura une autre action dans le monde. Donc finalement, c'est vraiment prendre, comme tu disais, tu prends soin de toi et parce que tu prends soin de toi, tu auras une autre action sur le monde. Comme tu auras une autre action sur le monde aura une autre réaction. Donc en prenant soin de toi, ben, comme tu disais, tu prends soin du monde. Et en fait, nos émotions attirent quelque chose vers nous, Oui. et donc, nos émotions de joie et nos pensées, c'est comme si on envoyait un message. Donc, c'est pour ça que c'est important que nos pensées soient positives, parce que si on envoie des pensées négatives, ben, on appelle quelque chose. Donc, se sentir bien, donc va amener du bien-être, va aussi faire revenir du bien-être. Oui, tout à Parce fait. que ça sera une émotion positive, donc ça va appeler du positif. Oui, 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 tout à fait. Donc, pour tous ceux qui ont du mal avec cette phrase guéris-toi et tu vas guérir les autres, non, non, en fait, on ne passe pas notre temps à essayer de les guérir, mais juste on va avoir une autre action sur le monde parce qu'on prend soin de nous. Et en faisant ça, bah, forcément, tout ce qu'on envoie au monde va nous revenir aussi autrement, quoi. Voilà, mais c'est la religion, hein, parfois, qui nous a fait croire qu'on devait d'abord donner. Parce Oui, qu'en fait, mais bon, il y a des belles, il y a des belles choses, hein, dans la spiritualité, mais je crois que comme ça a été transmis, voilà, si on te tape sur la joue droite, tu tends la gauche. Et je pense que donc on s'est dit aussi qu'être égoïste, c'était pas bon. Mais en fait, il y a toujours le yin et le yang pour chaque chose. Donc c'est une forme d'égoïsme par soin de soi et oui, non pas contre l'autre. pas contre l'autre. Voilà, contre Oui, l'autre. merci beaucoup. Pas contre l'autre. Ça, c'est très important. Et on va terminer avec ça, avec Ayla et Catherine qui nous dit donc prendre soin de soi, prendre soin du monde, ça résonne tellement en moi. Merci. Donc, merci Régine. Effectivement, je crois que ça va être vraiment un mantra qui va encore vibrer bien pour les quelques jours les quelques jours et tout le week-end, voilà, les quelques jours qui vont encore venir ici. Vraiment se rappeler de ça, prendre soin de soi, prenons soin de nous. En prenant soin de nous, forcément, il y aura un impact sur le monde aussi. Ok. Un grand merci, merci à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez et partagez cette vidéo si vous avez trouvé le sujet intéressant. N'oubliez pas que dans ce projet Être femme et nous venons de commencer il n'y a pas très longtemps le projet Être homme, ça vous est vraiment ouvert la possibilité dans ce projet, c'est que toute personne qui le souhaite, j'ai pas besoin d'avoir mon nom sur une affiche, d'avoir une grande liste de diplômes. Non, nous portons tous au cœur de nous-mêmes cette lumière, ce fameux cadeau-là qui est caché derrière. Et le but des rencontres Être homme et Être femme, c'est que chacun, chacune puisse avoir la possibilité de cet espace pour pouvoir venir transmettre, pour pouvoir juste être. Et par le fait que je suis, alors le monde reçoit. Donc, c'est vraiment ouvert à tous et n'hésitez pas voilà, à me contacter si ça vous parle. Vous serez le bienvenu pour une prochaine rencontre.
Merci Régine, merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Merci à tous. Et gros bisous, bon week-end et belles vacances aussi, hein, belles vacances si vous partez. Pensez à vous détendre.